Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est l'heure du 19h45. En voici le sommaire. Le monde s'effondre sur des ouvriers dans un chantier à Yarakh. 2 morts et 1 blessé grave. Le drame a eu lieu ce matin lorsqu'une dalle dans une école a cédé. Les secouristes sur les lieux en appellent à davantage de prudence. Halte à la promotion de l'homosexualité au Sénégal. Des organisations de la société civile montent au front. Elles réclament le respect des valeurs sociales dans notre pays. Tout est parti d'une procédure de licenciement d'un cadre à Oxfam, une ONG accusée de promouvoir la communauté LGBTI. Recette fiscale, un gap de 100 milliards à combler par l'État. Une rencontre avec l'administration fiscale et l'OFNAC s'est tenue aujourd'hui. L'objectif est d'arriver à augmenter les recettes fiscales grâce à une meilleure gouvernance. Haro sur la corruption et la fraude. Portrait d'un jeune talent de la musique sénégalaise, Habiba, une rime parfaite entre chanson et études. Elle vient d'obtenir le baccalauréat en dépit de l'hécatombe dans plusieurs centres d'examen. La fille et sa famille affichent leur fierté devant nos caméras. Et puis, CAN 2019, veillée d'armes entre Lion du Sénégal et Écureuil du Bénin. Les 2 équipes jouent demain pour une place en demi-finale. Conférence de presse du coach sénégalais Aliou Cissé en compagnie de son défenseur central Salif Sané, remis de ses blessures. Des échos de la tanière avec nos envoyés spéciaux au Caire en Égypte. Bienvenue. Un drame ce matin donc à Dakar. 2 ouvriers trouvent la mort et un 3e gravement blessé dans l'effondrement d'une dalle dans une école de formation dans le quartier de Yarakh. Les sapeurs-pompiers ont dû fouiller dans les décombres pendant plusieurs heures avant de retrouver le second corps sans vie. Cet ouvrier était sur le chantier au moment de la survenue de l'accident. Reportage Isidore Oumoubi Kabou Barassou. 7 ouvriers, tous des parents. 2 d'entre eux ont trouvé la mort, un autre dans un état grave. C'est en plein travail de démolition d'un bâtiment R+1 qui abrite une école de formation qu'une dalle s'est effondrée sur eux. 4 ont pu échapper au drame, les 3 autres pris au piège. Avant-hier, on a commencé ce travail de démolition. On a réussi à finir la première dalle. Ce matin, puisqu'il y avait des gravats dans l'autre pièce, il fallait l'enlever avant d'attaquer la 2e dalle. C'est sur cette activité qu'on était là et la dalle sans fer s'est effondrée. On était au nombre de 7. Nous 4, on a réussi à nous sauver. Les 3 autres étaient malheureusement coincés dans les décombres. Alertés, les sapeurs-pompiers ont déployé tous les moyens pour faire leur travail. Au final, ils ont sauvé une vie et sorti 2 corps dans les décombres. Nous avons reçu comme information qu'il y avait 3 victimes sous les décombres. Automatiquement, nous avons déployé nos dispositifs pour procéder au sauvetage, à l'extraction de ces victimes. Au finish, nous avons enregistré 3 victimes, dont 2 corps sans vie. Une victime a été sauvée grâce à l'intervention de la compagnie SD Sauvetage Développement, avec l'intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et des sapeurs-pompiers qui étaient sur les lieux. Un drame dans la famille Diallo. Pendant que les sapeurs se battaient durant 4 heures de temps pour sortir le dernier corps, l'annonce de la mort du père d'un des défunts depuis la Guinée accroît la tristesse. Notre papa était souffrant. Dès qu'il a appris la triste nouvelle, il est décédé à son tour en Guinée. On vient juste de m'appeler pour la confirmation. C'est vraiment difficile ce qui nous arrive aujourd'hui. L'opération a été longue. De 10h à 14h, les sapeurs-pompiers ont mobilisé une 40aine d'agents pour secourir les ressortissants guinéens. Tous des Diallo, la malchance est tombée sur Mamadou Bara Diallo et Ibrahima Diallo qui sont morts dans l'accident. Réagissant à cet accident, le commandant Ali Cissé du groupement national des sapeurs-pompiers invite la population à la prudence en évitant d'occuper des bâtiments menaçant ruine. Nous l'écoutons. Bon, voilà le message que nous allons envoyer à l'endroit de la population. C'est que, vous savez, il y a la direction de la protection civile qui est en train de recenser les bâtiments. Là, nous intervenons la population à participer à la sensibilisation. Si vous avez, il y a des bâtiments qui menacent ruine, il faut alerter soit la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, soit la direction de la protection civile.
mais aussi les autorités administratives. Il y a le préfet ou bien le maire qui peut venir évacuer la population, mais établir un périmètre de sécurité et fermer définitivement les bâtiments. Maintenant, en ce qui concerne la démolition des bâtiments, là c'est le ressort des autorités administratives et des maires qui peuvent prendre des décisions pour évacuer et ensuite procéder à la démolition. Et encore pour démolir, il y a des moyens lourds qu'on peut utiliser, mais ce n'est pas des individus qu'on peut utiliser pour démolir ces genres de bâtiments. Voilà des conseils qu'on peut donner à l'endroit des populations. Il faut sensibiliser, il faut rendre compte, mais il y a la protection de la direction de ce qui est là, il y a la brigade nationale. Mais également, il y a le maire, également les autorités administratives à qui on peut rendre compte de ces genres de bâtiments qui menacent. 2 morts et un blessé grave dans l'effondrement d'une dalle à Yarar ce matin. Changement de décor, affaire Oxfam Amadou Iliman Khan qui défraie la chronique depuis quelques jours. L'ONG est accusée par un de ses cadres de faire la promotion de l'homosexualité. Des organisations de la société civile sénégalaise se font entendre face à la presse ce mardi. Elles ont marqué leur opposition à l'agenda caché de certains partenaires et organisations internationales dont Oxfam, qui selon ces associations promeut la communauté dite LGBTI au Sénégal. Ça ne passera pas, tonne Cheikhou Marsi de l'Observatoire de suivi des indicateurs de développement économique en Afrique. On a eu à travers la presse, vous l'avez lu, le communiqué de Oxfam qui a réitéré ses positions par rapport à son contentieux avec un contentieux avec les cadres de Oxfam, mais à la fin qui a réitéré ses principes sur les défenses des LGBTI. Et ça nous a poussé aussi de comprendre que cette position est une position ferme pour Oxfam et que ce courrier-là, ce communiqué-là existe et il est public. Et c'est pour cela que nous fondons sur ces preuves qui sont là, qui sont palpables, qu'il y a une politique aujourd'hui de Oxfam en direction de la promotion de LGBTI. L'État du Sénégal est là pour réglementer les accords de siège. Et dans le cadre des accords de siège, il y a le cadrage des activités de toute organisation de la société civile par rapport, soit si vous êtes dans la bonne gouvernance, si vous faites dans les droits humains, si vous faites dans quelque activité que ce soit, les accords de siège définissent cela. Et si aujourd'hui on entre dans ce domaine-là, nous pouvons interpeller l'État pour pouvoir effectivement dire à certaines organisations, ce n'est pas Oxfam seulement, que la promotion des droits des LGBTI ne fait pas partie de cela dans le Sénégal. C'est notre position ferme sur cette question-là et je crois que nous avons des valeurs à défendre et nous sommes vraiment assis sur ces valeurs socio-culturelles et religieuses que nous défendons avec vigueur. Nous nous sommes limités sur les questions de principe, les questions qui fondent la société sénégalaise, à savoir préserver notre religion, notre foi, notre culture, et on veut travailler avec les organisations de la société civile internationale dans les conditions que la loi du Sénégal met en place. Déficit de recettes fiscales pour l'État du Sénégal, un gap d'une centaine de milliards confirmé dans la loi de finances rectificative votée récemment par l'Assemblée nationale. Une question se pose du côté de l'administration des impôts. Comment augmenter les recettes fiscales? La réponse est que cela ne peut pas aller sans une meilleure gouvernance. C'est tout le sens de la raison d'être de cet atelier organisé ce mardi. Objectif visé, identifier les risques et les pratiques de la fraude fiscale ainsi que les moyens de prévention. L'inspecteur des impôts Iliman Pouy avec Moustapha Gabar Diop, Selman Diallo. Donc on a essayé d'identifier quels sont les risques qui peuvent affecter la mobilisation des recettes. Et ces risques-là, on les a identifiés à 4 niveaux. Les risques liés à l'assiette fiscale, c'est-à-dire la détermination de la base, les risques liés au calcul de l'impôt, la liquidation, les risques liés au recouvrement, la perception des droits, les risques liés au contrôle fiscal et enfin les risques liés au contentieux fiscal. Donc c'est autour de ces axes-là que nous avons essayé de définir les risques que l'administration fiscale, auxquels l'administration fiscale est exposée, mais également de décliner les mesures de correction que l'administration fiscale avait mis en place pour justement maîtriser tous ces risques-là. Restons sur la fiscalité pour nous familiariser avec son univers. Quelles sont les recettes dites fiscales? Pourquoi est-il important de payer ces impôts? Quel est l'impact du secteur informel sur l'assiette fiscale du Sénégal? Des inspecteurs des impôts se sont prêtés à l'exercice. Leur réponse dans ce sujet de Moustapha Gabar Diop. Regardez. 80% du budget national provient des recettes de la fiscalité. Il est donc d'une importance capitale
car elle permet d'orienter les politiques économiques. Selon Eliman Pouy, inspecteur des impôts, la fiscalité est composée de 2 éléments. D'abord, l'ensemble des impôts et des taxes qui sont payés au profit du budget de l'État. Donc que ce soit des taxes intérieures, donc la fiscalité intérieure gérée par la Direction générale des impôts et domaines, mais également la fiscalité de porte, les droits de douane qui sont gérés par la Direction générale de la douane. Le secteur informel fournit une grande partie du produit intérieur brut du Sénégal. Mais quelle est sa contribution aux recettes fiscales? Le constat est que la contribution du secteur informel est encore très faible par rapport aux recettes fiscales. Et cela, maintenant, plusieurs facteurs peuvent l'expliquer. La difficulté d'identifier les acteurs du secteur informel, parce qu'on est dans le cadre d'une économie informelle, comme son nom l'indique, des acteurs qui sont difficilement identifiables, des acteurs pour lesquels la base d'imposition est difficilement maîtrisable, toutes choses qui entraînent en réalité des difficultés d'imposition du secteur informel. Mais on n'est pas resté à l'aise. Selon les inspecteurs des impôts, il reste encore des efforts à faire du point de vue administratif. Savoir que la corruption, quelque part, participe à éroder la confiance des citoyens dans le dispositif institutionnel, et cela étant, le consentement et l'adhésion à l'impôt en est compromis. Donc l'idée, c'est de mettre en place un dispositif et des mécanismes permettant de réduire au maximum les possibilités de corruption, de sorte que l'usager se rende compte, en tout cas les usagers qui s'adonnent à cette pratique, se rendent compte qu'il est plus facile et plus opérant de se mettre en conformité fiscale que de chercher à échapper à l'impôt par des voies détournées. Afin de maîtriser l'information relative au secteur informel, le manque de données provenant de ce secteur réduit le recouvrement de milliards de francs CFA de recettes fiscales. Et puis pour la présidente de l'OFNAC, la fraude et la corruption compromettent l'efficacité de l'administration fiscale. Seynabou Ndiaye Diakhaté participait à l'atelier co-organisé par le ministère des Finances et du Budget et l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption. Accès des filles et des femmes à une énergie propre et durable, le réseau Sigil Jigéen fait le plaidoyer. Cela passe, selon l'organisation, par l'investissement d'une partie des bénéfices tirés de l'exploitation du pétrole et du gaz dans la promotion des énergies renouvelables. Safiatou Diop, présidente du réseau, au micro de Cheikh Sall. C'est injuste que les richesses de ce pays-là ne puissent être redistribuées de façon équitable et que les femmes et les filles puissent véritablement être servies sur les domaines qui les intéressent, particulièrement la santé et l'éducation. Nous avons des gaps de financement énormes sur la santé des femmes et sur l'éducation des jeunes, l'éducation des filles. Nous voulons que le peuple sénégalais, les autorités sénégalaises, les citoyens et les citoyennes puissent commencer à développer une réflexion pour consacrer une partie de ces ressources-là à financer les gaps d'éducation et de santé pour que nous puissions véritablement rectifier les inégalités et assurer un développement durable sur la base vraiment d'une autonomisation des filles, d'une autonomisation des femmes et de l'équilibre pour que les 52% de ce pays-là, qui sont une force active et qui doivent véritablement participer au développement. Une jeune élève chanteuse qui fait rimer études et musique et avec de brillants résultats à l'arrivée. Abibatou Diop, Abiba de son nom d'artiste, ne sait pas que chanter. Elle travaille aussi bien à l'école. L'auteur de la chanson Sidi et Rama vient de décrocher son baccalauréat avec la mention, s'il vous plaît, Abiba, l'école, la musique, une belle symphonie. Le portrait de la nouvelle bachelière est signé Cheikh Hassan Fall avec la caméra complice de Pape Mafal Fall. Sa voix suave a déjà conquis le cœur d'un bon nombre de mélomanes. Son ingéniosité, sa rigueur et son sens de la méthode dans le travail viennent de la sanctionner. Elle a décroché son baccalauréat, le fruit de tant d'engagement et de sacrifice. Lundi, jour de délibération,
était une journée pas comme les autres pour elle. Hier, déjà à Semeker, chez moi, les gens étaient tendus. Bon, ils s'attendaient au pire peut-être ou pas. Et donc, je faisais ma folle. Quand on a commencé à délibérer, là, le stress est monté, je me suis crispée d'un coup. Je pensais même que j'allais plus respirer, mais là, quand j'ai entendu mon nom, là, j'ai su que, ouf, j'ai fait ouf. Ah, c'est fini, maintenant c'est bon, je suis un peu libre. Une délivrance aussi bien pour Habiba que pour sa famille. Parce que je ne me croyais pas très capable de pouvoir faire ça. Surtout que j'ai eu une année riche en concerts, en sorties, de clips, vidéos et tout ça. Donc c'était un peu un problème pour le début. Pour moi, ça a été un grand soulagement. Et pour moi, c'était plus ou moins risqué parce que bon, elle n'avait pas la maturité. Et puis, pour moi, le problème, c'était de savoir est-ce qu'elle pourrait allier les études à la musique. Face aux nombreuses tentations du showbiz, il lui a fallu une bulle sans faille pour allier études et musique. Oui, c'était là mon refuge, là où je venais pour réviser, me concentrer vraiment. Parce que c'est une classe qui m'a marquée. Quand je suis là, je me rappelle de l'ambiance et du parcours. Depuis le début de l'année jusqu'à présent. Donc, je venais là pour vraiment me dire, bon, pour me motiver. Et me dire que là, c'est la dernière ligne droite et qu'il était temps de bien faire les choses et voilà, de rester zen et concentré. Et moi, je photographie dans ma tête tout ce qui se passe en fait. Donc après, quand je suis devant le tableau, c'est comme si les cours revenaient un peu. Donc là, j'ai des notions ou bien je suis plus dans le bain. Maintenant qu'elle a son bague en poche, Habiba n'a qu'une idée en tête, vivre pleinement sa passion. Mais son papa est non moins producteur, n'est pas tant du même avis. Sincèrement, depuis toute petite, j'ai jamais pensé faire un boulot à travers les études, genre grâce aux études. Moi, c'était tout le temps musique. Soit je chante ou je danse. J'étais comme ça depuis toute petite. Donc là, je suis tout le temps dans cet esprit de ouais, c'est ma carrière, mais il faut que je continue, je sais ça. Il y a le bac, mais il y a aussi 5 ans encore de galère. Hein. Elle s'est triomphée très tôt, quoi, de ah, j'ai le bac, c'est fini. Non, il faut qu'elle continue. La deuxième étape, vraiment, c'est le master. Avec son baccalauréat, Habiba incarne la preuve qu'on peut bel et bien vivre sa passion tout en continuant ses études. Habiba, le bac, la musique, pluie donc de diplômes, pluie de décibels, c'est possible. Enfin, le sport, CAN 2019 de football, les Lions du Sénégal à la veille de leur match qualificatif pour les demi-finales. Ils joueront demain les quarts face aux écureuils du Bénin. Le sélectionneur national Aliou Cissé s'est présenté en conférence de presse d'avant-match avec son défenseur central Salif Sané. Une bonne nouvelle puisque le joueur a définitivement rejoint le groupe de performance après sa blessure. Plusieurs sujets, dont celui relatif à l'infirmerie des Lions, ont été abordés lors du face-à-face avec les journalistes. Écoutons Aliou Cissé et Salif Sané. Un match difficile dans la mesure où déjà c'est un match de quart de finale d'une Coupe d'Afrique. Donc ça veut dire que c'est les meilleurs qui sont actuellement là. Il n'y a pas à sous-estimer aucune équipe. Nous, dans notre philosophie, ça a toujours été match par match. Si cette équipe béninoise elle est à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ont fait de bons résultats. Comme je l'ai dit, en Afrique, il n'y a plus de petites équipes. Sur Cannes, nous montre qu'il n'y a plus de petites équipes. On n'a pas été épargné par les blessures dans cette CAN. Tout d'abord, Edouard, après Alfred Ndiaye, Crépin Diatta qui est souffrant aussi, Ismaël Assar qui a été absent 2 fois. C'est vrai que c'est un peu compliqué actuellement, mais je crois que le groupe répond présent. Nous arrivons quand même à travailler dans de très bonnes conditions, même si j'aurais aimé avoir l'ensemble de mes joueurs disponibles. Je pense que Crépin a fait du vélo hier, Ismaïla aussi.
On fera le point tout à l'heure avec les médecins. J'espère pouvoir les récupérer à l'entraînement tout à l'heure. Mais par contre, Alpha Ndiaye, c'est beaucoup plus compliqué. Craindre, c'est un grand mot. On sait déjà de quoi on est capable. On sait qu'on est le Sénégal. Ensuite, comme l'a dit le coach, on ne va surtout pas les sous-estimer. Maintenant, c'est que toutes les équipes d'Afrique sont venues ici pour essayer de remporter ce trophée. Et nous, on va se concentrer sur notre travail et essayer d'aller jusqu'au bout. Oui, je pense que voilà, maintenant je suis apte. Ça fait quelques jours que j'ai repris l'entraînement. Ensuite, voilà, c'est au coach de faire ses choix et je serai toujours là pour représenter ce maillot. Coup d'envoi du match Sénégal-Bénin demain à 16h, temps universel. Rendez-vous à la fan zone du groupe Immédiat, c'est juste au rond-point de Sacré-Cœur 3, immeuble JVC en avant, donc les Lions. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rédaction en chef Khalifa Diakhaté, gardez l'air frais. Hier, juste après ça, bonsoir.